Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau épisode de Kamel sans filtre. Avant de commencer, merci à vous. Vous êtes maintenant plus de 7000 abonnés à suivre le podcast. Ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, épisode un peu spécial. C'est la première fois qu'on accueille deux personnes en même temps sur le plateau. On reçoit Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini et Cécile Lorenzini. Comme vous pouvez le constater, elles portent le même nom. Et pour cause, c'est un duo mère-fille que j'accueille aujourd'hui. Marie-Jeanne est connue pour son parcours au sein de PwC, notamment pour avoir contribué à transformer l'industrie des fonds au Luxembourg. Elle est aussi cofondatrice de Women in Business et on aura l'occasion d'en reparler. Et à ses côtés, Cécile, figure du secteur marketing et communication au Luxembourg, qui a notamment marqué les belles années de Vanxen, l'une des plus grandes agences du pays. Un échange entre deux générations, deux visions, mais une même exigence. Je vous laisse découvrir cet épisode et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, liker, commenter et partager. Where sustainability and social welfare are at the core of our concerns, where technological lead. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour. Bonjour Cécile. Bonjour Kamel. Comment ça va ? Très bien, et toi ? Très bien. Merci d'être dans ce podcast. C'est la première fois que je fais en fait un duo. On va expliquer par la suite pourquoi. Vous connaissez la règle du jeu de ce podcast ou pas ? Un petit peu. Mais nous, c'est Ouais. c'est la première fois qu'on fait un duo mère-fille d'ailleurs. Aussi. Et alors, dans ce podcast, vous avez droit à une carte joker. Il faut savoir qu'il y a une question auquel vous ne pouvez pas répondre, vous pouvez la sortir, mais qu'une seule fois. Je vous la mets, donc je vous la donne. D'accord. Marie-Jeanne, c'est pour toi. Ok. On va commencer en douceur. Donc, on peut se tutoyer, Oui, Marie-Jeanne. bien sûr. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu ? Quelle est ta formation, ton parcours et tes grandes étapes ? Donc, Marie-Jeanne Chèvremont. Lorenzini, je l'ai rajouté, je me suis mariée en 80, mais j'ai rajouté Lorenzini à Chèvremont pour les 20 ans de notre mariage. J'ai offert des nouvelles cartes de visite à mon mari et depuis lors, je m'appelle Chèvremont-Lorenzini. Voilà. Alors, je suis originaire de la région frontalière, près de Bellevaux, mais du côté français. J'ai fait mes études à Reims. À l'ESC Reims. Je suis rentrée en 72 à l'école de commerce. J'ai été recrutée à l'époque. En fait, les firmes d'audit étaient beaucoup plus petites. Et Coopers & Lybrand Luxembourg faisait partie de ce qu'on appelait la firme continentale. Donc c'était France et Benelux. Et il y avait un DRH pour la firme continentale. Et donc, le Coopers & Lybrand sont venus recruter à l'ESC Reims et je me suis inscrite à l'entretien pour me familiariser avec la technique d'entretien, mais pas du tout pour faire de l'audit. Voilà. Et le gars qui m'a interviewé s'est rendu compte que j'étais originaire de la frontière luxembourgeoise, m'a posé la question si je parlais luxembourgeois. Donc, moi, je comprenais luxembourgeois. Mes parents parlaient encore luxembourgeois à l'époque. Il y a encore des familles qui parlaient luxembourgeois à la maison. Je comprenais très bien, je parlais un petit peu, donc moi j'étais dans ma logique, je dis oui à tout, enfin en tout cas c'était vrai. Est-ce que l'audit vous intéresserait ? Ben oui, bref. Moi, je voulais faire du marketing, mais bon. Et puis j'ai été contactée un mois après par le patron de la Belgique, qui était de passage à Paris et qui me dit écoutez, on aimerait vous voir pour voir un second entretien. Parce qu'on recrute quelqu'un pour notre cabinet à Luxembourg. Donc, c'était en 75. Et le cabinet Coopers & Lybrand était ouvert en 74. Et c'est la première année où on recrute des étudiants qui sortent d'école de commerce. Et c'est la première année aussi qui recrutait des femmes dans ce qu'on appelait les professionnels de l'audit. Il y avait des femmes, mais c'était plus au niveau administratif. Et c'est la première année où on recrutait des femmes qui sortaient d'école de commerce. Voilà, donc je me suis retrouvée à Luxembourg en septembre pour mon premier job. Voilà. En tant que consultante En tant qu'assistante d'audit, assistante d'audit. J'avais fait l'un ou l'autre job d'été en tant qu'étudiante avant.
J'avais été notamment, j'étais pendant un mois d'été, j'étais employée comme femme de ménage et serveuse dans un hôtel à Vianden. Ok. Voilà, mais pour me faire un peu d'argent. Et puis une autre année, j'avais travaillé pour une boîte d'import-export et qui, en fait, le personnel était en vacances au mois d'août et moi j'étais là pour ouvrir le courrier et répondre au téléphone. Voilà. Après donc toute la carrière chez... Et donc en 1975, j'ai commencé à Luxembourg comme assistante d'audit. Je suis restée ici 2 ans et puis comme le bureau était très petit, là, on était 4 personnes. Après 2 ans, j'ai demandé à aller travailler à Bruxelles pour avoir une expérience un peu plus diversifiée. Donc je suis allée travailler, j'étais à Bruxelles et en arrivant là-bas, c'était toujours les mêmes associés qui étaient en charge. On me dit, est-ce qu'un jour tu veux éventuellement retourner à Luxembourg? Je dis, moi je peux rester à Bruxelles, Luxembourg, ça me va. Quand j'étais là-bas, j'ai aussi fait une mission. On avait un bureau à Kinshasa, donc j'étais en mission à Kinshasa. C'était aussi la première fois qu'ils envoyaient des femmes sur une mission à Kinshasa. Voilà, c'était pas bon, c'était intéressant. Et puis en revenant de Kinshasa, il me rappelle dans son bureau, il me dit, écoute, le manager de Luxembourg vient de démissionner. Le superviseur, on n'est pas trop chaud pour le mettre manager. Est-ce que ça t'intéresse de retourner à Luxembourg? Donc je me dis, oui, mais bien sûr, mais alors je serai manager, je ne l'étais pas encore. Et donc il me dit, écoute, tu attendras quand même 6 mois, mais on te promet, si tu retournes à Luxembourg, dans 6 mois, tu seras manager en charge du bureau. Donc je suis revenue à Luxembourg en 80. Il y avait 6 personnes au bureau à ce moment-là. Donc j'étais manager en charge. Donc tu étais la responsable du bureau. J'étais la responsable du bureau du Luxembourg, mais les associés, c'était dans le partnership Belux à ce moment-là. Okay. Et les associés étaient à Bruxelles. Et donc il y avait un associé qui venait une fois tous les 15 jours. C'est lui qui signait les comptes. Moi, j'avais pas de signature sur les comptes, mais je gérais le bureau. Et donc voilà. Tu es rentré après associé rapidement? Comment c'est... Oh non. Non, ça a quand même pris parce que en 80, donc on était 6 personnes. Donc là aussi, on me dit ça serait quand même bien que tu commences à développer. On faisait que de l'audit. En fait, on faisait de l'audit un peu. On avait des holdings, on avait une ou 2 banques, on avait des fonds, quelques fonds d'investissement. En fait, on avait des fonds qui étaient ici, Fidelity notamment était ici pour distribuer leurs fonds au Japon. Et puis à ce moment-là, dans ces années-là, il y a LuxGuard aussi qui est arrivé, donc on faisait l'audit de LuxGuard, mais c'était quand même assez petit. Donc on m'avait dit, écoute, si un jour tu veux devenir associé, il faudra quand même développer le business, etc. Donc j'avais aussi comme mission de développer le business, mais sans avoir beaucoup de relations, parce que moi, mes parents n'étaient pas luxembourgeois, ils n'étaient pas du tout dans ce milieu des affaires, donc Et puis l'associé, lui, était à Bruxelles, donc... Tu avais l'esprit sales d'aller vendre, parce que quand tu fallais chercher... Alors, voilà, l'esprit sales, alors... En fait, donc, c'était souvent l'associé qui recevait les invitations. À l'époque, il y avait quand même souvent des nouvelles banques qui s'installaient, ou bien il y avait des événements des événements business. Mais moi, je n'étais pas vraiment directement invitée, parce que je n'étais que manager. Donc c'est l'associé qui recevait les invitations. Et donc, lui m'est refilé en me disant, écoute, tu peux y aller, parce que moi, je ne vais pas revenir de Bruxelles pour faire ça. Donc moi, j'y allais. Et je me retrouvais dans ces événements, je ne connaissais personne. Et c'est un exemple que je donne souvent, parce que... quand on est dans ces événements, on ne connaît personne, on ne sait pas comment prendre le truc. Et donc, après 2 ou 3 fois, je regardais un peu l'assistance, je me dis, je ne suis pas la seule qui ne connaît personne. Donc, je me dirigeais vers des gens que je ne connaissais pas, mais qui étaient un peu paumés comme moi, qui ne connaissaient personne. Et alors là, quand vous allez vers quelqu'un qui ne connaît personne dans une réception, vous le sauvez, quoi. Super. Donc, moi, j'ai sauvé quelques personnes comme ça. Et donc, du coup, après, la fois d'après, et puis comme ça, de fil en aiguille. Alors, pour accélérer les choses, après, vous êtes arrivé quand est-ce que tu es devenu associé? Quand est-ce que tu as pris les rênes totales du Luxembourg? Alors, je suis devenue associée le 18 juin 87. L'appel du 18 juin. L'appel du 18 juin, c'est pour ça que je me rappelle que c'est le 18 juin.
Donc là, on avait quand même pas mal grandi. On commençait à avoir, notamment, quelques fonds parce que, en fait, en 85, le Luxembourg a eu sa première loi coordonnée sur les fonds d'investissement. Avant, c'était basé sur la loi des holdings, sur la loi de 1915, la loi commerciale et de holding, donc 1915 et 1929. Et en 85, on a fait une loi spécifique pour les fonds d'investissement et qui était basée sur la directive européenne, qui n'était pas encore en application, mais elle était en draft. Et donc, notre première loi a été basée sur la directive. Et là, on commençait à avoir un peu plus de business. Et donc, en 87, je me souviendrai toujours en plus du moment où j'étais nommée associée. Donc, à ce moment-là, c'était le Benelux. Le partnership était un partnership Benelux. Et il m'avait donc demandé, donc ils se réunissaient une fois tous les 3-4 ans, ils se réunissaient à Luxembourg. Et donc là, il m'avait demandé d'organiser une conférence pour le marché luxembourgeois. Et on avait fait un comparatif Belgique, Luxembourg, Pays-Bas sur les holdings ou les proches de holdings, enfin, des choses comme ça. Et donc j'avais organisé toute la conférence. Eux ont eu une réunion d'associés la veille. Et en début de conférence, ils m'ont fait venir, ils m'ont dit « On a pris une grande décision, on va te nommer associé. » Tu ne le savais pas. Et je ne le savais pas jusqu'à ce moment-là. Et donc, à la fin de la conférence, on a annoncé à la place que je devenais associé. Donc ça, c'était super. C'est un super moment. Voilà. Ok. Cécile... là, j'avais 3 ans. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc 87, j'avais 3 ans. Oui. Donc Cécile, aujourd'hui, même question, ton parcours et... Eh bien, écoute, moi, je suis née du coup en 84 à Differdange, au Luxembourg. Après, j'ai étudié à Marseille, aussi une école de commerce, Euromed. Et puis, après plusieurs stages, etc., quand j'ai dû rechercher un boulot, j'avais le choix entre Genève, Paris ou Luxembourg. Et j'ai un mari qui est dans la finance. Donc on s'est dit, c'est pas mal Luxembourg. Ça marchait aussi bien pour le marketing que pour la finance. Et j'ai eu plusieurs opportunités. Et j'ai commencé en stage chez Concept Factory Interact. Et là, j'ai eu un peu un coup de bol. C'est qu'un project manager s'était cassé la jambe. Et donc, je suis arrivée là et on m'a dit, tu sais te servir de Skype ? Je dis, oui. Et tiens, c'est ton projet. Et j'ai fait le lancement de Parlino, qui était le voice-over IP de Télé2 sur la France, le Benelux et la Suisse. J'y connaissais rien au digital, parce que le digital, ça c'était en 2007, ça n'existait pas, tu l'apprenais pas à l'école. Et donc, j'ai appris le digital comme ça, avec Parlino. Et après, en fait, Vankson, c'était notre prestataire SEO pour Parlino. Et donc, ça, c'était en stage. Quand j'ai recherché un job, Emmanuel Vivier et Xavier Le Sieur sont venus me voir en me disant on a un projet pour toi, ça s'appelle Disney aux US. Donc, belle bon. marque. Oui. En plus, je suis fan de Disney. Et donc là, j'ai dit tout de suite oui. Donc, à une condition, je zappe mon stage de fin d'études et vous m'embauchez. Voilà. Ouais. C'est bien audacieux. C'était un bon deal. Ouais, c'est un bon deal. Et donc là, j'ai commencé. Donc, premier client, c'était un des plus gros clients de l'agence, Disney aux US. Donc, on avait une boîte qui tournait aux États-Unis. On faisait les développements au Bourgmist à Luxembourg et on travaillait avec un Japonais qui faisait de la personnalisation de vidéos. Et ça a été et en fait, moi, je me rendais pas compte. Oui. C'était... si tu veux, tu commences, tu bosses pour Disney, t'as pas peur, t'y vas. Je pense que je me suis pas du tout rendu compte des risques qu'on prenait. D'ailleurs, le développeur avec lequel je l'ai fait travaille toujours chez Vankson. Denis, on a toujours des contacts et on a fait comme ça de la vidéo personnalisée et c'est ce qui a permis à l'agence de se développer en fait. Donc en fait, t'es un bébé Vankson, je savais pas que t'étais autant... et je pensais que t'avais fait d'autres choses avant. Non. Okay. Donc Vankson, là, t'es devenu à un moment donné CEO de Vankson. En fait, donc, j'ai fait à peu près tout ce que tu peux faire dans une agence. J'étais project manager, directrice clientèle.
Et puis j'étais une super dirty, j'avais des beaux projets, gérer des grandes marques à Paris, aux États-Unis. Mais j'avais un client à Luxembourg qui était Good ID pour la CLC. Mais c'était un marché qui n'intéressait pas du tout l'agence parce que... Et c'est pas très bankable, Good ID. Je pense pas que c'est pas le plus gros client que tu peux avoir en termes de chiffre d'affaires. Non, mais c'était vraiment... non, à Luxembourg, il n'y a pas de marché pour le buzz marketing, le digital, etc. Et on avait quand même ArcelorMittal parce qu'on avait fait on faisait tout le marketing digital de ArcelorMittal worldwide. Mais sinon, c'était plutôt les grandes marques, les marques de luxe, etc. Et là, je suis tombée enceinte, donc j'ai pris un congé mat. Et quand je suis revenue, j'ai dit « Ok, je reviens, mais la seule condition, c'est que vous me laissez développer le marché luxembourgeois. » Pourquoi tu voulais développer le marché luxembourgeois ? Je trouvais ça tellement dommage d'être ici et de pas du tout s'adresser au marché ici, alors qu'il y avait un marché, qu'il y avait des boîtes internationales, qu'il y avait des gros comptes, qui allaient prendre des agences à Londres, à Paris, à Berlin, et pas du tout au Luxembourg. C'est quand même un peu dommage. Je pense qu'ils m'ont dit oui en se disant, bon, ça va pas marcher son histoire, mais on prend pas un grand risque. Donc on s'était mis d'accord sur un BP. J'ai dit, bon voilà, dans un an, j'aurai signé tant. Si ça marche, on continue. Si ça marche pas, on verra bien. Et ça a très bien marché. Et j'ai commencé à développer les clients à Luxembourg, et on s'est rendu compte qu'il y avait un gros marché, avec notamment des grosses boîtes qui avaient leur siège ici et le marketing. Les assurances surtout, t'avais quand même pas mal. J'avais des grosses boîtes dans l'assurance, j'avais aussi des gros clients. Enfin non, tous les secteurs d'activité d'ailleurs. En fait, on a 2 points communs, là, je me rends compte en t'écoutant, là. C'est qu'on a fait une grande partie de notre carrière dans une seule boîte, et qu'on a développé le marché luxembourgeois. Pas dans la même activité. Et voilà ce que j'allais dire. Et l'autre question, ta mère voulait faire du marketing. Est-ce que c'est parce que est-ce que tu savais que ta mère voulait faire du marketing et pas de l'audit au début ? Ouais, je le savais. Et en fait, je pense que sans le vouloir, tu m'as un peu mis des petits... tu te souviens pas quand tu m'as emmené à l'école ? Je me souviens. On regardait les pubs quand on était arrêté au feu rouge, et on analysait les pubs au feu rouge. C'était toujours mon truc, d'analyser les pubs au feu, quoi. Puis comme ça occupait les enfants en plus. Donc je pense qu'inconsciemment, tu m'as mis ces petites graines. Et moi, j'ai toujours su que je voulais faire du marketing depuis mon stage de 3e que j'ai fait chez Med by Sams. Ah oui, ça c'était un super stage. C'était un super stage avec Heike Fritz. Et depuis là, tu as essayé de me mettre à l'audit. Oui. J'ai quand même fait 1 ou 2 stages chez PVC. On va en parler après. Là, j'ai fait des lignes d'audit, mais bon, voilà. Votre plus grande victoire professionnelle. Alors, on va juste continuer parce que... juste peut-être finir. Donc Vanksen, du coup, 18 ans de Vanksen. Oui. Toujours basé à Luxembourg, mais à la fin... beaucoup sur le développement de la Suisse, de la Belgique et de la France. Et puis après un rachat, 2 rachats dont on parlera peut-être plus tard. Et du coup une volonté de faire autre chose. Et là j'ai croisé le chemin de Sacha Bailly. Qui encore énorme opportunité. Et elle me dit, je cherche un profil là-dedans, tu connais pas quelqu'un? Mais moi, personne pensait à venir me recruter parce que quand tu diriges on peut dire, la plus belle agence un peu de Luxembourg, personne se dit, bon, elle va changer. Mais tu sais tu te rappelles, on en parlait un peu. Hein. Ouais. Toi et moi, déjà avant, je t'avais dit, tiens, quel job serait bien pour toi, mis à part créer ta propre société Quel job après Vanksen, honnêtement, c'était pas facile parce que c'était mon rêve. Tout ce que j'ai réalisé là. Puis quand j'ai lu la description du job de Lux Innovation, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et puis voilà, après pour rentrer chez Lux Innovation, c'est pas simple. Le processus de recrutement n'était pas simple. Mais voilà, j'y suis et ça se passe très bien. Et je vais expliquer rapidement ce que fait Lux Innovation pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais, donc Lux Innovation, c'est l'agence d'innovation du Luxembourg. Donc on aide les entreprises luxembourgeoises, peu importe leur taille, start-up, PME, grands groupes, à innover. Et on attire aussi des entreprises internationales au Luxembourg pour compléter aussi notre écosystème sur certains piliers stratégiques. Donc on a un GIE, donc on est entre le public et le privé. Parfait. On va rester encore sur le professionnel. Votre plus grande victoire professionnelle à toutes les deux?
Moi, c'est quand je suis devenue associée, Coopers et Lambron, quoi. Ça, c'était le 18 juin 87. Maintenant, tout le monde s'en rappelle, 18 juin. Cécile 4 ans, 18 juin. Ceci étant, je suis aussi partie de PVC à 18 juin, mais c'était le 18 juin 2007. Voilà. Et entre-temps, j'avais quand même... il y a un truc avec le chiffre 7 et le 18. Oui, je pense. Oui. 40 ans, donc 40 ans... Non, pas 40, d'associés. Non, ça fait 20 ans d'associés. Ouais, 20 ans. D'associés, 20 ans. 20 ans. Oui, 20 ans. Donc quand je suis devenue associée, on était 16. Oui. Et quand je suis partie, devait être 1400, je crois. Mais bon, il y a eu une fusion à Luxembourg, puis il y a eu d'autres fusions qui nous ont impacté positivement à Luxembourg. Mais enfin bon, on a quand même très bien géré tous les processus de fusion, quoi. Oui. Et on est passé donc on a fusionné avec PW en 98. En fait, nous, on avait une stratégie, Coopers et Lambron. On était les plus petits. Parce que quand j'ai commencé, on parlait des Big 8. Donc, on était les plus petits des Big 8. Et on était donc sur ce marché luxembourgeois qui était quand même beaucoup plus financier, bancaire. Et notre réseau était le plus faible dans le domaine bancaire. Donc, les plus petits et le réseau le plus faible, c'était pas gagné d'avance, quoi. Mais on a eu très rapidement une stratégie assez offensive, particulièrement basée sur les fonds d'investissement, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Juste avant la fusion, on était Coopers et Lambron, on était numéro 2. Notre ambition, c'était de devenir numéro 1. La fusion nous a un peu gâché le plaisir parce qu'elle nous a évidemment propulsé largement numéro 1. Oui, on est numéro 1, mais ça, on a un peu triché, quoi. On n'a pas triché, mais ceci étant, ça nous a vraiment mis bien au-dessus. Et moi, ce qui me fait le plus plaisir maintenant, c'est de voir que mes successeurs, pas seulement ceux qui dirigent, mais l'ensemble des associés, ont réussi à garder cette longueur d'avance. Ouais, je peux avoir plein de questions sur comment on fait pour être managing partner, comment ça se passe le vote, etc. Ouais, on peut faire un podcast spécifique là-dessus. On fera un spécifique sur les Big Four et on prendra toi avec un autre ancien managing partner, par exemple Maurice Lam de Deloitte, ou par exemple. Des gens qui étaient... ça serait sympa. Donc, Cécile, une victoire professionnelle, je sais pas, un gros client que tu as gagné. C'est Disney. Disney. Le premier, quoi, en fait. On a lancé la campagne et en 15 minutes, la vente de billets derrière a rentabilisé toute la campagne sur laquelle on a bossé pendant 1 an. Donc, tu peux pas rêver mieux. Le client était après, t'as plus de problème pour demander des budgets. À quel moment dans votre carrière... Alors, Cécile, tu vas me dire, tu as encore le temps, mais tu t'es dit, là, j'ai créé quelque chose de solide. Comme je vous disais, quand je suis partie en 2007, et quand je vois que ça continue à grandir et à être reconnu comme le cabinet leader ici, ça veut dire qu'il y avait quand même quelque chose de solide derrière, quoi. Alors, et tu n'as pas peur pour l'avenir de ce métier-là ? Je n'ai pas peur pour l'avenir, mais je n'aimerais pas être aujourd'hui le managing partner ou le TSP. Ça doit quand même être des sacrés... ceci étant, quelle que soit l'époque, il y a des challenges importants. Alors aujourd'hui, ils sont différents, parce que c'est vrai qu'avec l'IA, on se pose beaucoup de questions. Mais dans le même temps, quand on est dans un cabinet comme ça, on a une telle base et une telle force. Oui. De ce point de vue-là, c'est peut-être plus facile. Mais aussi, on a une grande responsabilité parce qu'on a beaucoup d'employés, donc ça ne doit pas être évident. Mais nous aussi, on a quand même connu des moments où on ne savait pas trop Quand on a fusionné, par exemple, il y a pas mal de gens qui craignaient un peu pour leur job, quoi, parce que souvent dans les fusions, il y a des doublons. Moi, mon message à ce moment-là, c'était de dire mais non, on aura une base bien plus large. Donc on pourra se permettre d'avoir des experts qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir aujourd'hui, etc. Et ça s'est révélé comme ça, d'ailleurs. On a pu se développer aussi parce qu'on avait une base beaucoup plus large. Et tu as vécu aussi des crises, Internet, etc. Oui, il y a eu des crises de manière régulière. Donc, et de ton côté, quelque chose où tu te dis, là, j'ai atteint mon but, j'y suis encore ou pas encore ou...
Bon, je pense que tout ce qui a été développé chez Vanxon, mais je crois que je l'ai fait sans jamais me rendre vraiment compte que je faisais. De l'impact de ce que je faisais, tu vois. Tu prends un client, un autre beau client, un autre beau client, etc. Et je pense, le jour où je me suis rendu compte du truc, en fait, c'était à Nexus. Je sais pas si tu te souviens, quand j'étais encore chez Vanxon, j'ai animé un panel marketing juste après après Emmanuel Vivier, Maurice Lévy. Et là, sur le panel, j'avais mélangé des clients français. Il y avait Airbus, des clients dans l'assurance VICI. C'était toi qui me les avais ramenés. Ouais, et Ferrero. Et là, en fait, je me suis rendu compte aussi que j'arrivais à attirer des boîtes étrangères à Luxembourg. Et je pense que c'est ce panel, en fait, qui m'a donné l'idée Lux Innovation derrière. J'y suis un petit peu indirectement C'est un petit peu indirectement lié. Désolé Vanxon. Et c'est la première fois. En fait, c'est quand j'ai commencé à réfléchir à mon job d'après, où là, tu réalises un peu tout ce que tu as construit. Et je pense que c'est la première fois où je me suis rendu compte de ce qu'on avait construit. Je n'étais pas du tout seule chez Vanxon. Et de l'impact que... Et c'est marrant parce que cette boîte, elle était très peu connue à Luxembourg. Ouais. Alors qu'on a eu un impact. On avait beaucoup de clients internationaux. Et on avait un impact. Mais là, avec Lux Innovation, tu poursuis ça parce que tu as un impact aussi énorme, parce que le but, c'est d'attirer des sociétés. Ouais. Et je vais faire maintenant le relais avec Marie-Jeanne. Toi, tu as été au cœur des fonds au Luxembourg. Tout le monde, quand on parle de la personne qui a été à l'essor, tout le monde parle de toi. Comment tu as vécu la chose et comment ça s'est joué, en fait Et juste pour rebondir sur ce que dit Cécile, quand on est dedans, on ne se rend pas compte de l'impact qu'on a. On se rend compte bien après, et même encore maintenant. La semaine dernière, j'étais avec ma petite fille dans la voiture et avec Victoire, et puis on passe devant l'immeuble State Street. Et alors je lui dis, tu vois, Victoire, State Street, je les ai connus en 98. Je suis allée à Boston, j'ai rencontré des gens de State Street, et après ça, ils sont venus s'intéresser à ce qui se passe à Luxembourg. Ils étaient 2, 4, et je lui dis, tu vois, maintenant, ils ont un immeuble ici. Et tu vois, et juste derrière, tu as l'immeuble PVC. Et moi, quand j'ai commencé à travailler, on était 4. Tu vois. Mais quand on est dedans, on ne se rend pas compte. Mais quand on regarde avec la perspective, c'est super intéressant. Alors, comment je me suis retrouvée dans cette industrie des fonds, sans jamais savoir qu'on allait avoir l'impact qu'on a eu. Donc moi, j'étais manager en charge en 87. En 80, donc 87, je suis devenue associée. Et quand j'étais le manager en charge, le commissariat au contrôle des banques, ça devait s'appeler, avait créé un comité valeurs mobilières pour, dans un premier temps, travailler sur la loi coordonnée des OPC en 85. Et puis après, pour travailler sur l'introduction de la directive dans le droit luxembourgeois. Et donc, c'était l'associé qui était basé à Bruxelles qui avait été sollicité pour entrer dans ce comité valeurs mobilières. Parce qu'à l'époque, dans le comité, il y avait le patron de la BIL, le patron de l'AKB, le patron de la BGL, il y avait André Elvinger, Jean-Claude Volter, qui était aussi patron, associé d'un gros cabinet d'avocats. Il y avait quand même les... Voilà, donc c'était l'associé de Coopers & Lybrand, parce que nous, on faisait un peu plus de fonds que les autres qui étaient sollicités pour entrer. Et puis, comme il y avait beaucoup de réunions, il m'a dit, moi, je n'allais pas réussir à venir régulièrement, donc il a proposé au commissariat que je vienne. Et donc, ils ont accepté. Donc, moi, j'étais vraiment la petite jeune, avec tous ces patrons de banque, quoi. Voilà. Et tu étais une des rares femmes ? Ah ben, j'étais la seule femme. Enfin, pas rare, mais j'étais la seule femme. Mais surtout, là... Ils avaient quand même tous une vingtaine d'années de plus que moi, voire plus. Hein, donc, la grande différence, c'est que moi, je travaillais en direct sur le sujet. Eux, c'était leurs équipes derrière qui travaillaient. Donc, évidemment, c'est eux délégués derrière. Moi, j'étais... Mais je faisais quand même vérifier mes positions par l'associé qui était au-dessus, quoi. Voilà, donc, j'ai travaillé beaucoup d'abord sur la loi de 85, puis après sur l'introduction de la directive dans la loi. Et comme j'étais beaucoup sur ce sujet et qu'on me demandait aussi de développer le marché luxembourgeois, on a vraiment commencé à avoir une vraie réflexion stratégique
sur comment développer, à part aller à des cocktails, etc., comment vraiment développer le marché luxembourgeois. Et donc moi, je devais trouver un angle pour rentrer dans le domaine, dans les banques, puisque c'était les banques qui étaient à la fois banques dépositaires, agents administratifs, etc. Mais nous, on n'était pas du tout dans les banques. Voilà. Donc, on s'est spécialisé dans les fonds en se disant, si on rentre dans les banques par les fonds, on va aussi après pouvoir offrir d'autres services aux banques, devenir auditeur de banque, etc. Donc au départ, on n'était que auditeur, et puis après, progressivement, on a fait de la fiscalité, puis après du conseil, etc. Mais c'était vraiment notre angle d'attaque, c'était avec les fonds. Bon, on a choisi le bon angle, puisqu'il s'est quand même, ça s'est quand même bien développé. Et donc en 88, quand la loi a été promulguée, donc c'était le 31 mars 88, on l'a fait pour pas que ça soit le 1er avril, donc c'est le 31 mars, enfin, et on voulait être juste un peu avant les Anglais, parce qu'on savait que les Anglais travaillaient aussi sur l'introduction de la directive, et on les voyait un peu comme nos concurrents. Et donc on a eu quelques mois avant, on a eu la directive, enfin la loi de 88, et donc, moi, mon associé, c'est un associé anglais. Au fur et à mesure que moi, je travaillais avec la CSSF de l'époque sur la loi luxembourgeoise, lui, au fur et à mesure, il la traduisait en anglais. Et donc, une semaine après la publication de la loi, moi, j'avais la loi en anglais, ce que les autres n'avaient pas. Et donc, je me souviendrai toujours, un de mes concurrents et collègues, parce qu'il y avait un représentant d'un autre cabinet d'audit de l'époque qui était dans le comité valeurs mobilières, m'a appelé en me disant Marie-Jeanne, tu as la loi en anglais, tu veux pas me filer une copie? Alors je lui ai dit écoute, moi je veux bien te vendre une copie, mais pas te la filer. Et il m'a traité de sale businesswoman. Tu n'es qu'une businesswoman, voilà. C'était un bon compliment. C'était un des plus beaux compliments. Tu voulais lui vendre combien? Je savais qu'il n'allait pas me l'acheter. Mais tu l'aurais vendu combien? Parce que je n'ai pas réfléchi au prix, parce que ça n'avait pas de prix en fait. Parce que moi j'avais cette loi en anglais. Et donc là j'ai commencé à aller faire de l'explication. Donc là j'ai utilisé le réseau Coopers & Lybrand de l'époque. Je suis allée à Londres, aux États-Unis, etc., pour expliquer ce qu'on était en train de faire à Luxembourg. Alors, si vous voulez des petites anecdotes, quand je suis allée aux États-Unis, moi, j'avais jamais j'avais dû mettre les pieds une fois aux États-Unis en tant que touriste, mais jamais d'un point de vue, j'avais pas beaucoup de relations d'affaires avec les États-Unis. Et donc, je devais organiser quand même, parce qu'on s'était rendu compte que cette loi allait être très intéressante pour les asset managers américains qui allaient se servir de cette loi pour entrer sur le marché européen. Donc là, on avait bien identifié le potentiel. Et donc, c'est la raison pour laquelle moi, j'ai commencé à aller aux États-Unis pour rencontrer les prestataires, enfin les asset managers et les prestataires de ce domaine d'activité. Donc, moi, je parlais anglais comme beaucoup de Français parlent anglais. Je parlais quand même. Et donc, il fallait que j'appelle les États-Unis pour organiser tout ça. Donc, je savais que Boston était un peu la Mecque en ce qui concerne les fonds d'investissement. Donc, j'appelle. À l'époque, on n'avait pas de mail, de machin. On avait le téléphone, même pas de fax. On avait peut-être que le fax, je sais pas. Enfin, bref, j'appelle le bureau de Boston, le standard. Et donc, j'explique qui j'étais et que je cherchais à rentrer en contact avec un associé qui s'occupe de fonds d'investissement. Et alors là, j'ai eu un coup de bol extraordinaire. La standardiste me dit « J'ai l'impression à votre accent que vous êtes française. » Je dis « Ben oui. » Ah bah attendez, je vais vous passer Monsieur de Normandie qui parle français parfaitement. Et Monsieur de Normandie, en fait, était le bras droit de l'associé en charge de tous les fonds d'investissement aux États-Unis. Donc je suis tombée avec mon premier coup de fil. C'est super, ouais. Mon premier coup de fil à Boston, je suis tombée sur Robert de Normandie qui m'a ouvert, avec son patron, qui m'a ouvert toutes les portes des asset managers américains. Voilà. Donc ça explique aussi. Mais on avait vraiment une stratégie de développement. Voilà. Certains de mes concurrents
le disent encore maintenant, que j'ai gagné le marché parce que j'ai fait du cost-cutting, mais c'est fou. C'est en partie vrai, et ça je pourrais l'expliquer une autre fois, mais c'est parce qu'on avait vraiment une vraie stratégie et qui s'est révélée très... Donc ça a aidé à la fois le pays, mais ça nous a beaucoup servi et ça nous a permis d'avoir une base pour développer toute une série d'autres activités. Voilà. Cécile, toute ta carrière, comment s'est passée ton enfance avec toutes ces histoires-là? Une mère beaucoup présente, pas beaucoup présente. Tu te rendais compte de... Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Non. Pour moi, j'ai eu une enfance complètement normale. Toujours présente, maman, ça va, elle n'était pas trop en voyage. Ouais, et puis je crois que j'avais pas vraiment besoin d'une présence. J'étais quand même en voyage, mais bon, c'était bien organisé, quoi. Oui, j'avais des grands-parents qui s'occupaient bien Ouais. de moi, j'avais une super nounou. Ouais, t'avais une tante aussi. J'avais une tante, voilà. Ton premier job, c'était quoi? Ton premier job ado, d'été? Est-ce que tu avais besoin, besoin de travailler pour payer tes études? Payer mes études, non, mais j'ai travaillé tous les étés. Ouais. Donc, premier stage, on en a parlé tout à l'heure, chez Med by Sam. C'est là où je me suis dit vraiment que je voulais faire du marketing. Après mes stages d'été, là, j'en avais besoin pour payer mes vacances. Donc, c'était des stages chez PVC. Donc, j'ai essayé l'audit, pas mon truc. Après, j'ai fait pas mal de stages quand même en marketing chez PVC, Berlin, Dublin. Mon père avait un magasin de moto, donc j'ai vendu aussi des casques et des bottes. Et papa, maman ne te payaient pas des vacances, fait que tu travailles pour payer tes vacances. Ouais. Pas mes études, mais mes vacances. Et puis surtout, c'était un deal, c'est tu travailles en juillet et tu t'amuses au mois d'août. Voilà. C'est une bonne pratique. Ça a l'air d'avoir bien fonctionné. Ça a bien fonctionné. Et il y a un autre stage qui était très, très sympa aussi. C'était chez RBC Dexia, au moment de la joint venture. Donc moi, j'étais chez RBC. Et là aussi, en fait, tu as un nombre de coups de bol. Entre midi, toute l'équipe... J'étais au marketing. Toute l'équipe marketing part déjeuner. Moi, je sais pas pourquoi je suis restée au bureau. Et là, il y avait le CEO de Dexia qui appelle. Téléphone sonne, je décroche. Il me dit, quelqu'un du marketing peut venir maintenant dans mon bureau, j'ai une annonce à faire, il faut écrire un communiqué de presse. Moi, il n'y avait personne. Je lui dis, excusez-moi, monsieur, il n'y a personne. Il me dit, vous venez. Ok, donc je vais voir le CEO. Et là, je prends le brief, donc qui était la joint venture entre RBC et Dexia. Donc, j'ai écrit le communiqué. C'était qui? C'était Mark Hoffman. Mais je ne savais pas du tout qui c'était, moi, Mark Hoffman. Mais ta mère le connaissait. Et c'était ça se trouve un ami à mais moi, j'en savais rien du tout. J'arrive dans le bureau, donc je fais le communiqué. L'équipe marketing rentre. J'explique ce que j'avais fait. On me dit, mais enfin, qu'est-ce que tu as fait? Je dis, écoutez, j'ai pas eu le choix. Il regarde le truc était déjà parti, etc. Et donc j'ai organisé la première conférence de presse, mais encore une fois sans me rendre compte. Enfin, si tu veux, je travaillais bien, je l'ai fait de manière consciencieuse. Et après, comme c'était bien fait, je suis rentrée. C'est le point commun avec ta mère quand elle appelle. J'ai eu des projets plus intéressants et voilà. Est-ce que vous pensez que c'était mieux avant, dans l'écosystème, ou comment vous voyez un peu l'évolution aujourd'hui? Moi, je n'aime pas c'était mieux avant. Il y a des choses qui étaient mieux, des choses qui étaient moins bien, mais mieux avant, je suis pas sûre. Moi j'aime bien saisir les bons moments et les bonnes opportunités dans le moment dans lequel je vis. Voilà, donc moi je trouve qu'aujourd'hui, Luxembourg est devenu quand même une place hyper intéressante, avec encore toujours beaucoup d'opportunités. Je suis sûre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'opportunités qu'il y en avait à mon époque, mais je ne me rendais même pas compte, opportunité, pas opportunité. Moi, je me suis rendu compte dans le fil de ma carrière que j'ai fait une carrière ici que je n'aurais jamais pu faire si j'avais commencé à travailler à Paris, par exemple. Parce que je me suis retrouvée dans une carrière internationale, sur un marché international, et je trouve qu'aujourd'hui, il y a toujours beaucoup d'opportunités. Et donc, je ne dirais pas que c'était mieux avant. C'était très bien. Mais différent. C'était différent, voilà. Et toi, Cécile? Moi, le avant, ça dépend de quand on parle du avant. Tout ce que je peux dire... L'évolution aujourd'hui, est-ce que tu vois l'IA? En fait, c'est juste que tout va plus vite.
Oui. Ouais. Tu vois, on peut pas dire que c'était mieux ou moins bien. Par contre, il y a un truc qui est vrai, c'est que ça va plus vite. Tu regardes les cycles, du coup, je m'intéresse de plus en plus à l'innovation. Tu regardes les cycles d'innovation. On entend dans beaucoup de conférences, hein. La révolution industrielle, ça a mis 100 ans. La révolution de l'Internet, ça a mis 20-30 ans. Et la révolution de l'IA, on te dit qu'en 10 ans... voilà. Tu as fait la conférence Donc, Synergie il y a... À Synergie, l'événement ouais. il y a une semaine, je pense. Et je pense que c'est ça qui est compliqué. C'est que les cycles d'innovation sont beaucoup plus rapides. Donc, c'est pas que c'était mieux ou moins bien, c'est que du coup, les repères, je pense, sont plus difficiles. Tu vois, il y a un podcast que j'écoute beaucoup, qui est un ancien de Vanxen d'ailleurs, qui est Greg Pouy. Et lui, tu vois, son podcast, c'est redonner envie du futur. Et je pense qu'il y a... C'est pas simple parce que là, on sait pas trop où on va. Alors, on peut pas dire que le maintenant, il est pas bien, parce qu'il est bien le maintenant, mais ça va tellement vite qu'on sait pas où on va. T'as beaucoup bossé dans les réseaux sociaux, puisque Vanxen, c'était... Qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux, des dérives, etc. avec, Enfin, je trouve que on part dans tout et n'importe quoi, selon moi, avec les fake news aussi, etc. Comment toi tu vois ça, en tant qu'experte dans le domaine, je peux te dire, hein. C'est pareil, ça s'est encore accéléré et tout devient encore plus éphémère. Donc t'es obligé d'être là au moment où il faut être là. Parce que si t'y es pas, tu peux être pour ou contre les réseaux sociaux. Mais même en B2B, si t'y es pas, ben t'es pas là en fait, t'occupes pas la place. Mais par contre, il faut être là et là tout de suite. Après, ça c'est le pro. Sur le perso, tu vois, moi mes enfants, c'est 0 écran. Tu arrives ? Ouais. Moi j'arrive pas. Je devrais pas le dire à la caméra. Ma femme va me tuer, mais c'est compliqué. Quand tu dis 0 écran, quand tu dis 0 écran, un peu la télé. Télé quand même. Oui, la télé, Oui. mais pas de réseaux sociaux. Tu sais, à l'école, elles sont surtout pas. Enfin, elles sont quand même un peu sur iPad, mais elles sont pas réseaux sociaux. Parce que t'as les jeux, non mais t'as les cours maintenant sur iPad, etc. Et tout, t'as Anton, etc. Au Luxembourg. Oui, ça quand même. Oui, elles le font, mais c'est tout quoi. Ouais. Okay. Tu me rassures. Et oui, les copines disent. Mais je lui dis, mais les copines, elles sont les bienvenues à la maison. Oui, c'est une bonne philosophie. On va rester... Alors après, on parlera un peu du rôle des femmes juste après, mais avant, reparler un peu de leadership et comment on fait pour manager des talents dans une structure comme PwC. Comment tu as fait toutes ces dernières années ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés sous ta responsabilité en ces années. Tu as eu des gens où tu t'es dit, waouh, eux, ils ont super réussi, je suis super heureuse. À François Mouzel, je suppose que tu connais. Enfin, lui, il a été là au moment où tu étais encore là. Je crois qu'il est arrivé 2 ans avant que je parte, donc il me doit pas beaucoup. Enfin, sauf que, il me doit beaucoup parce qu'il se trouve à la tête d'une boîte qui avait des bons fondements. Mais. T'as des fiertés, des gens où tu dis, waouh, je suis contente, où elles sont arrivées des personnes. Oui, de manière générale, je suis quand je vois certains de mes associés jeunes et moins jeunes d'ailleurs, qui se débrouillent très bien au niveau. On a eu par exemple Marc Salodi que moi j'ai recruté comme assistant et qui à un certain moment s'est retrouvé, était en charge de tout ce qui était investment management au niveau global. Donc il a quand même eu un job global dans PwC, ce qui n'est pas tout quand même le plus facile à avoir. Il était aussi président de l'Alfi, donc c'est quelqu'un que j'ai recruté comme assistant et qui a évolué. Voilà, ça oui. Bon, il y a je peux prendre un exemple complètement différent. Si on prend Dominique Robbins qui a créé Alterdomus, parce qu'Alterdomus, c'est une émanation de PwC. C'est une partie d'activité qu'on a dû sortir de PwC. C'est Dominique qui l'a repris. Il en a fait un truc quand même assez extraordinaire, quoi. Donc, ça, c'est des personnes... voilà, mais... T'as déjà fait des erreurs de management ? Des erreurs de management ? J'ai envie de dire non, mais probablement. Mais ça m'a pas traumatisé. Oui, voilà. Donc ça veut dire qu'il n'y en a pas eu. J'ai pas fait de. Non, oui, j'ai certainement fait aussi. J'ai probablement fait des erreurs avec l'une ou l'autre personne.
mais pas non plus sciemment. Hein, non, moi, j'ai eu quand même ma carrière qui était super intéressante parce que on s'est vraiment super bien développé parce qu'on a accompagné le développement de Luxembourg. On a aussi dû aller chercher beaucoup de ressources expérimentées ailleurs parce que on grandissait trop vite par rapport au marché. Enfin, le marché grandissait plus vite que nous si on avait grandi uniquement en interne. Donc moi j'ai été chercher des gens un peu partout dans le monde. Hein. Donc on a fait venir, moi je me souviens avoir été, je me baladais quand même pas mal. Un jour je me suis retrouvée à San Francisco et puis moi je cherchais des managers pour Luxembourg. Et puis un des associés me dit ah bah tiens là dans le bureau à côté il y a un jeune manager, il parle un peu français, va lui parler. Donc hop, je vais parler au jeune manager qui parlait un peu français. Et puis je le convainc de venir à Luxembourg. Il habitait San Francisco. Bon, Luxembourg, San Francisco. Bah oui, comment on fait? Bon voilà, donc on l'a bien baratiné. Puis son patron aussi l'a bien baratiné. Vas-y pour 2 ans, écoute, tu verras bien. Bon, je parle de Steve Libby qui est venu, tu le connais peut-être, qui est venu ici. Il a rencontré son épouse. Et après, tu restes. Et parce que oups, tu as I des stay enfants. in Luxembourg. Et puis, on a un autre cas. Enfin, on en a plein des cas comme ça hein, qui sont surtout arrivés. quand on passe de 6 à 1400. Ah oui, donc forcément. Voilà, il y a Pascal Rakowski, lui, il était jeune associé au bureau de Lille. C'est pareil, il est venu à Luxembourg à 14 juillet pour pas prendre. Dépouillé les pays étrangers, quoi. Bah, je les ai pas dépouillés parce que je travaillais avec eux. On travaillait vraiment. Bon, parfois, on était un peu agressif. Oui, bon, alors je recevais des coups de fil de l'un ou l'autre, mais finalement, c'était pour le bien de tout le monde. Cécile, j'ai une question pour toi. Tu étais à la tête de Vanxen, qui a été racheté 2 fois, qui a été revendu. Donc, tu étais CEO, tu es passé CEO au moment où Xavier te laisse la place de CEO. Comment on fait quand on gère une boîte? On sait qu'on gère une boîte, mais on n'est pas actionnaire. Est-ce que c'est pas frustrant? Si, ça l'est. Ça l'est parce qu'au bout d'un moment, tu te dis je crée de la valeur et on a créé beaucoup de valeur. Et ça a ses limites. Et tu as envie d'entreprendre pour toi-même à un moment donné? Tu te dis... Pourquoi pas un jour? Donc tu t'es dit, tu as voulu quitter pour créer un moment. Est-ce que tu t'es dit, je crée ma propre structure à un moment donné? Et tu as eu des ras-le-bol à un moment donné? Parce que tu dis, je fais tout ça pour un actionnaire ou... Évidemment, mais après avoir participé à la création d'une boîte comme Vanxen, tu peux pas recréer direct quelque chose. Enfin, c'est trop dur. Et d'ailleurs, d'autres qui étaient dans le comité de direction l'ont fait. Tu pourras peut-être un jour les interviewer. Je pense que c'est dur. C'est dur. Le après, une belle histoire comme ça, il est dur. Oui. Donc il fallait faire un truc complètement différent. Et je suis très contente de ce que je fais maintenant parce que c'est complètement différent. Donc en fait, c'est pas que j'y pense plus à l'aventure d'avant, mais c'est autre chose. J'apprends autre chose. Je vois des personnes différentes. C'est un autre. J'ai gardé mon métier de base, mais sur d'autres sujets. Et avec une ouverture qui est incroyable. Donc, tu passes du secteur privé, là tu es dans le secteur public, parce que tu émanes d'un GIE, mais qui est public, qui dépend du ministère de l'économie. Ce mythe-là, de se dire, c'est un peu plan-plan... c'est pas que le ministre, je corrige juste, c'est pas que le ministre de l'économie. Hein. Oui. La ministre c'est économie, affaires étrangères, et puis tu as les chambres des métiers, chambre de commerce, FEDIL, donc c'est entre les deux. Et on a un statut privé. Voilà. Donc on n'est pas fonctionnaire. Surtout ne lui dites pas qu'elle est fonctionnaire, parce que c'est l'erreur qu'a fait son frère. Quand elle est arrivée à la maison en disant je change de job, je vais aller travailler chez Lux Innovation, et son frère qui lui dit tu deviens fonctionnaire. Oh là là, la tête. Mais tu fais autant d'horaires, autant d'heures que... J'en fais plus. Ouais, c'est un mythe. Et pour corriger aussi, honnêtement, des fonctionnaires, j'ai rencontré... C'était un monde que je connaissais pas. Et on a des préjugés parce que honnêtement, il y a des très très bonnes personnes avec des compétences qui bossent comme des fous sur des sujets très pointus.
Alors, c'est comme partout, tu as de tout. Mm. Mais franchement, j'ai rencontré des personnes aussi bien chez Lux Innovation que dans les différents ministères exactement. avec des compétences que je ne soupçonnais pas. Vraiment. Ça a été une... Bien sûr. Sur Nexus Luxembourg, le ministère de l'économie, notamment les travaux que font, ou les LTIO, etc., pour attirer des boîtes, elles font des horaires de malade. Ouais. Ce mythe de se dire les fonctionnaires ne font pas beaucoup d'heures, il est vrai. Non. Ma femme est fonctionnaire, hein, donc je sais un peu de quoi je parle aussi. Les gens font des heures, hein, quand même. Hein, faut pas croire que on fait. Et ce qui est difficile, c'est que t'as pas de limite. Tu vois, dans une boîte, tu développes une activité, tu livres ton client, tu te donnes un objectif de chiffre. Bon, tu peux toujours faire plus, évidemment, mais t'as une limite. Là, en fait, c'est nos limites parce que les sujets, tu peux toujours les creuser plus, tu peux toujours en faire plus. Toujours essayer d'avoir plus de sociétés qui viennent s'installer. C'est ça, il n'y a pas de limite. Et enfin, moi, c'est ce qui est plus compliqué, tu vois là, c'est que les sujets sont super intéressants. Donc, tu pourrais ne jamais t'arrêter. On va passer à un autre sujet, c'est celui parce qu'on a c'est celui des femmes dans le business. Être une femme dans le business aujourd'hui, est-ce que c'est encore un sujet ? Oui, c'est un sujet parce que si on regarde, enfin, j'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que toi, tu as peut-être des chiffres, mais on les regarde de temps en temps, mais même c'est un sujet... Moi, les derniers chiffres que j'ai, c'est un rapport qu'on a fait avec Startup Luxembourg sur les Women Founders. Donc dans les startups, dans les startups qui ont été créées l'année dernière, tu as 12% qui ont été créés ou co-créés par des femmes. Bon, déjà, il y a une progression, il faut quand même aussi y aller. Mais là où tu as une vraie différence, c'est sur les levées de fonds. Les levées de fonds, en moyenne, une levée de fonds, c'est 8 millions. Quand c'est une femme founder, c'est 3. Et on ne connaît pas la raison. Il y en a plein des raisons. Oui, ça peut être un autre sujet de podcast, mais il y en a plein des raisons. Mais donc, tu vois, c'est juste un exemple, les femmes founders, mais... Donc le plafond de verre existe encore. Le sujet des femmes in business existe encore. Mais le plafond de verre, mais comme dit Cécile, c'est un sujet à part entière. Je crois quand même qu'une partie du plafond de verre, c'est les femmes qui se le créent elles-mêmes. Oui. Voilà, même quand on leur demande d'être speaker sur des événements, je peux vous assurer que... Elles veulent pas. Non, mais c'est pas qu'elles veulent pas. C'est qu'elles se posent d'abord 1 milliard de questions en disant est-ce que je suis légitime, la bonne personne, est-ce que je suis légitime Un homme ne se la pose pas. Il se dit oui, il est content qu'on l'invite. Et une femme, c'est un peu moins maintenant, encore et encore, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Ouais, mais tu vois, Synergie, la semaine dernière, donc c'est un événement qu'on a co-organisé avec Lux Provide, on a réussi à faire parfait gender balance sur les keynotes et les panels. Ouais. Ça c'est bien ça. Et honnêtement, les speeches des femmes étaient top. Top. Hyper bien préparés. Généralement, ils sont mieux préparés d'ailleurs. Mais la question, elle est légitime, hein, parce que on se l'est posé, parce que donc, toi, tu as créé le réseau Women in Business, qu'on a repris, on a un membership, j'en suis vice-présidente, et on s'est posé la question, parce qu'on a un travail un peu de réflexion sur est-ce que ce réseau fait toujours du sens ? Parce que finalement, dans les droits, il n'y a plus de problème de droit. Hein. Mais dans les représentations, dans les boards, ça manque encore cruellement. Mais toute la législation est là pour la faciliter. Mais toi quand tu étais patronne de PwC, est-ce que tu faisais de la discrimination positive ? Moi, j'ai commencé à en faire dans mes dernières années, parce que je ne m'étais même pas rendu compte qu'on avait un problème. Et dans les dernières années, je me suis rendu compte qu'on recrutait, ça faisait quelques années qu'on recrutait autant d'hommes que de femmes. Et je raconte toujours cet exemple. On avait une fois par an ce qu'on appelait le management meeting avec partenaire, directeur, manager. Et en faisant les conclusions de la journée, je me suis rendu compte que dans la salle, il y avait une grande majorité d'hommes. Et c'est là que j'ai dit dans mes conclusions, je crois qu'on a un problème, on a perdu beaucoup de femmes en route. Donc après ça, je n'ai pas fait de la discrimination positive, mais
j'ai étudié on a analysé le problème, et puis on a mis en place Mais c'est parce qu'elles ont certaines des coupures de carrière, etc. Ah non, mais il y a plein de raisons. Ouais. C'est un podcast. Ouais. Alors là, j'aurais tout de suite... Il y a quand même un truc qui a vraiment changé. Ouais. C'est le congé parental. Ah oui. Ça, franchement... Oui, par rapport à mon époque. Par rapport à toi, parce que les femmes qui ont les enfants, et ce break dans la carrière, c'est un sujet. Et ce congé parental, dans mes équipes, j'ai quasiment tous les hommes qui le prennent. Ouais. Donc en fait, homme ou femme, dans la période 25-40, et l'un ou l'autre vont le prendre. Donc il y a un break, et ça équilibre aussi un peu les choses. C'est pas facile à gérer pour l'employeur, mais ça équilibre. Là, j'ai toute une série de questions qui seront très fastes. Vous répondez très rapidement. Ouais. Est-ce qu'il y a une personne avec qui vous ne pourriez plus collaborer ? Une histoire où tu dis waouh, lui, plus jamais de la vie. Ça t'est arrivé ? Oui, ça m'est arrivé. Ouais, moi, je ne pourrais plus. Mais je ne vais pas citer le nom, mais je ne pourrais plus collaborer avec l'une ou l'autre personne qui a trahi ma confiance. Ouais. Il y en a eu ? Il y en a eu une en particulier. Je suis curieux de savoir c'est qui. Tu me le diras après ? Les gens qui me connaissent sauront. Ah, ok. Donc ça veut dire qu'elle est connue. Je pense que j'ai une idée. Ah, je veux savoir. Cécile ? Oui. Et c'est pareil, quelqu'un en qui j'ai donné ma confiance et qui ne l'a pas respectée. Pareil, je ne donnerai pas le nom, mais elle se reconnaîtra. Le pire profil en entreprise, j'ai peut-être la réponse à la question. Le pire profil de personne en entreprise. Le pire profil en entreprise, il n'y a rien qui me vient comme ça à l'idée. Quelqu'un qui trahit la confiance. Ah oui, quelqu'un qui... Ça, oui. Celle qui pense savoir et qui n'écoute pas. Oui. Vous tranchez vite ou vous laissez une chance ? Par rapport à quoi ? Quelqu'un qui a fait une erreur ou Moi, j'ai tendance à laisser une chance quand même. Enfin, sauf si l'erreur est telle que il n'y a pas moyen de laisser une chance. Dans ce cas-là, c'est... et j'ai eu des cas où je suis allée dans le bureau de la personne, tu ranges tes affaires et tu me rends les clés, tu me rends ton ordi, les clés de ta voiture, et ça, j'ai eu des cas comme ça. C'est douloureux ça, de faire ça aussi, ou dans ces cas-là, on n'a pas de détails. Oui, ça peut être douloureux, mais enfin... la première fois que j'ai dû faire ça, c'était très douloureux parce qu'en plus, je dis ça à la personne. Je ne sais même pas si j'étais déjà associée, j'étais manager en charge. Et la personne, c'était un homme, a éclaté en sanglots et me dit: ce matin, ma femme m'a dit qu'elle était enceinte. Et moi, je venais de lui dire: écoute, tu remballes et tu rentres à la maison. Mais après, un mal pour un même, peut-être qu'après, il a fait une super carrière. J'espère pour lui. Et toi ? Moi, je tranche vite si j'ai les bonnes infos. Le Luxembourg est-il toujours en avance ? Sur quoi ? En général, sur quoi il est en avance, sur quoi il ne l'est pas ? Moi, je trouve que ce qui est intéressant à Luxembourg, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais c'est quand même la proximité entre le business et le monde politique qui est à la manœuvre aussi pour faire en sorte que les lois soient adaptées à la manière dont on veut faire le business. Et ça permet quand même au Luxembourg d'aller beaucoup plus vite. Et ça, aujourd'hui, je crois qu'on l'est encore, même si c'est un peu moins vrai, ça, du coup, par rapport à les années 80-90. Hein. Moi, j'ai envie de te répondre non, mais est-ce qu'il faut toujours l'être ? En avance. En avance. Pourquoi ? Tu penses que... Parce qu'il y a beaucoup aussi de new trends qui sont du buzz. Et qu'il faut attendre des fois. Et qu'il faut un peu attendre avant d'adopter. Quelle est selon vous la prochaine bataille économique ? La data. Bon, voilà, la data. L'IA, opportunité ou risque ? Les deux ? Grosse opportunité. Mais si c'est maîtrisé, et t'en reviens au sujet de la data, à la sécurité, et je pense que là-dessus, pour le coup, le pays est bien placé. Alors, on va passer sur votre relation à toutes les deux. Racontez-moi l'autre, comment vous la voyez vraiment. Comment je te vois ? Cécile, comment tu vois ta maman ? Comme ma mère. Là, au niveau professionnel, qu'est-ce que tu sais d'elle ? Comment tu... Une femme de pouvoir, mais avec beaucoup d'intégrité. Oh, ça va, ça. Oui, voilà. Moi, c'est ma fille, mais qui bosse beaucoup.
Ah ouais, tu trouves qu'elle bosse beaucoup. Enfin, c'est normal. Quel Mon était fils aussi bosse beaucoup, donc moi votre- j'ai des enfants qui bossent beaucoup. votre plus grand désaccord? On n'en a pas de gros. Hein. Non, on On en a en des a, petits. mais- On a des petits désaccords de temps en temps, mais bon, ça se résout rapidement. Un petit coup de gueule et puis. Il n'y a jamais eu de... T'étais une fille sage quand elle était jeune, il n'y avait pas eu... C'était pas... Ouais, rebelle. ça, Ça ouais, allait. non, ça allait. C'est un petit ça va. Hein. C'est un petit ça Non, va. non, 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 je peux pas dire. Ah, non, est-ce que vous vous dites honnêtement. tout? Ah bah non. Non, j'espère que non. Je vais pas tout savoir, moi. Qui protège qui? On n'a pas besoin d'être protégé. Ah, On a besoin d'être protégé. non, mais quand même. Non, je suis quand même contente d'avoir des enfants qui sont proches et je sais qu'ils seront là si j'ai un problème. C'est beau. Voilà. Donc, Ce que tu admires chez elle et inversement. ce que j'admire, c'est Cécile. Chez Cécile, c'est d'abord la manière dont elle élève ses filles. Je trouve ça. Elle est à la fois assez rigoureuse et en même temps très sympa. Et puis elle est très tenace dans ce qu'elle fait. Et elle réfléchit bien à ce qu'elle veut faire. Donc, Et toi, Cécile, la manière dont elle s'occupe de tes filles. Aussi. Ah, La manière dont tu t'occupes Ah. de mes filles. Non, ta force de conviction. Tu ne lâches pas. Ce qui t'agace le plus. Ah, ça, je sais. Ce qui m'agace le Oui, plus chez oui, elle, oui, c'est oui. qu'elle ne répond jamais au téléphone. Ah ouais. Faut toujours répondre à sa maman au téléphone. Alors je lui envoie des messages, mais ça m'énerve d'envoyer des messages. Moi, je pense quand tu sors le calendrier le dimanche midi, mais je fais la même chose. Une chose que vous n'êtes jamais dite. On va peut-être pas On le va dire pas le pas ici. dire là. Hein. C'est pas ici. Bah, Joker. Non, Joker pour Ah les oui, on deux. l'a pas sorti. Ah oui. Ça pour les Ouais. deux là, celle-là. Alors, est-ce que vous auriez pu bosser ensemble? Moi j'aime bien bosser avec elle quand elle me demande des conseils ou mais je suis pas sûre que j'aurais aimé la voir comme une de mes collaboratrices. Par contre, ouais, si elle me demande conseil sur l'un ou l'autre sujet ou de l'accompagner sur l'un ou l'autre truc, je le fais avec plaisir. Mais bosser dans la même boîte, Elle- je suis pas sûre. Elle aurait pu faire une super directrice marketing chez un Big Four. Je suis Ah, pas ouais. sûre que Non. j'aurais eu envie. Donc, et toi, tu penses que tu aurais pu bosser? Au début, non. Et d'ailleurs, pendant longtemps, je pense qu'il y a plein de gens qui savaient même pas que j'étais ta fille. Enfin, Non. vu qu'en plus, j'ai gardé mon nom de jeune fille On te et connaissait. toi aussi. Enfin, Ouais. On te connaissait comme Marie-Jeanne Chevremont. Ouais, voilà, elle est et moi comme Cécile Lorenzini. Maintenant, plus. Mais je pense qu'au début, j'avais besoin aussi de faire mes preuves par moi-même. Parce que Ouais. c'est pas toujours facile. Non. Il y a plein de gens qui vont me dire oh, c'est facile pour toi, t'es la fille d'eux. Alors oui, alors qu'en fait, pas. Non. Mais en fait, c'est pas plus facile que pour un autre. Juste pour avoir tes Sauf si stages tu chez lis. PwC. Pour avoir tes stages, ok. Ouais. Et encore, parce qu'après, il faut Et être bien, encore, parce que après, sinon, t'as la T'es pression. encore plus regardé Ah que- oui, qu'un oui. autre, tu vois. Oui. Et ils pensent que t'es c'est super pour ça que forte. moi, ça m'a arrangé. Mais même pendant les stages, les gens ne savaient pas. faisaient pas les liens. Ouais. Qui est la plus forte mentalement, selon vous? On doit se valoir, hein. Toutes les deux. Ouais, ça va, hein. Et qui a le plus sacrifié? Moi, j'ai jamais rien sacrifié, hein. Enfin, je pense pas. J'ai pas l'impression d'avoir ça. À moins qu'elle considère que je l'ai sacrifié pour ma carrière, mais je pense Non. pas. Non. Non, honnêtement, je pense pas avoir. Non, moi j'ai une carrière super intéressante, j'ai une famille bien, qui me respecte, avec qui je m'entends bien. Bah, Oh. parfait. Ouais. Et idem. Idem. Alors, toute dernière question. Déjà, merci d'être venu. C'est très intéressant. Franchement, on aurait pu rester des heures pour l'une Oui. et l'autre. Je me demande si c'est pas une bonne idée finalement de faire deux, mais c'est génial parce qu'il y a eu cet échange. Il y a énormément de choses à dire sur les Big Four et toi, énormément de choses à dire encore sur la carrière et sur le marketing, comment tu le vois, parce que ça aurait été très intéressant. Selon vous, qui je pourrais inviter à votre place ici, s'il y a une personne que tu aimerais écouter, bah toi en podcast, ou toi, Cécile, qui tu verrais à ta place dans un des podcasts, en tout seul, ou pas forcément en duo. Hein. Ah, Tu dis, waouh, lui, il serait super, ou elle serait super intéressante à avoir.
J'ai pas beaucoup réfléchi à la invité. question, je veux dire, mais qui peut être. Enfin, je pense que quelques-unes des femmes qu'on a au Women in Business, il y en a une paire qui pourrait être intéressante à écouter. Bah, Ouais. j'ai Même- je vais avoir Marilène Massard. J'allais dire Marie-Hélène. Ça c'est au niveau CEO. Sinon, on a eu, tu sais, la jeune femme là de la. De chez Marche. Ouais, oui, bah, elle, oui. Oui, mais là tu es dans les dirigeantes. Mais tu sais, non, la jeune femme, tu n'étais pas là. C'est toi qui nous l'avais proposé, qui est au centre du calcul, là, l'espagnole qui est. Ah, de chez LuxProvide, Chez la data LuxProvide. scientist. La data scientist Ouais. de chez LuxProvide. Moi, je trouve que c'est une jeune femme qui est super intéressante, quoi. Il y a elle ou encore Jamila Aouda, qui était Jamila, speaker, que tu as fait ouais. finir. Et Ouais. effectivement. Donc, Vous si tu cherches dans les femmes, regarde un peu Non. toutes les femmes qui passent là chez. Tu parce- veux encore pousser des femmes, là. Bah, évidemment. c'est c'est un Exactement. des objectifs de Women in Business, c'est d'aider les femmes à avoir plus d'assurance, à networker, à être aussi plus connues, À se faire connaître. à Ouais. se faire connaître. Les hommes, naturellement, tu vas en trouver plein. Oui. Bon, les femmes, peut-être moins. Bon, voilà. Cécile, toi, Ouais, un- et puis si tu arrives à continuer cette Série. série mère-fille, Bah, tu pourquoi vois, pas dans une série, pas mère-fille, mais fille-père, Hmm. je pense à. Son prénom ne me vient pas à l'esprit, Pucard. Sylvia Sylvia. Ah son ouais, père, avec son père de chez Intech. Pucard, son prénom ne me revient pas non plus. E-Tech, c'est. Intech. Intech. Et il Qui a est été maintenant racheté dans- par Poste, une ouais, grosse il boîte a de vendu, tech. il a vendu Fabrice ses... Croizot. Non, Non. mais il était avec lui. Sans succès. Euh, Ah oui. Le bah, il créateur. s'appelle Pucard, Ouais. mais son prénom, je me souviens plus de son prénom. C'est quelqu'un qui a fait la même école que moi, Et elle, maintenant, elle Et- est associée chez et PVC. sa fille est associée Excellent. chez PVC. En charge de la Et Ah. franchement, ouais, et, Tout à fait. ouais, et c'est vraiment ça pourrait être intéressant d'avoir ce duo-là, Intéressant. si tu cherches des duos. Merci beaucoup. Mm. Voilà. Merci. Merci. Merci d'être là. Merci d'avoir fait ce podcast. Podcast. C'est ça, ok. Ouais, merci. Voilà.